Chers amis, bonjour, bonsoir si vous prenez l'émission en rediffusion. Heureuse de vous retrouver. Alors, nous avons un mois de mai très chargé. On va essayer d'étayer, de vous présenter un certain nombre d'événements, mais vous souhaitez d'abord un bon mois de mai, parce que c'est notre mois, le mois de nos luttes, le mois de nos ancêtres, le mois qui nous rappelle que rien ne nous a jamais été donné, que nous nous sommes battus, que nos ancêtres nous ont légué ce qu'ils pouvaient nous laisser, compte tenu de la société dans laquelle ils vivaient. Enfin, tout ce qu'on peut appeler une société, une plantation. Mais aujourd'hui, nous faisons de mieux en mieux, nous sommes de plus en plus instruits, nous avons de plus en plus de gens engagés et nous avons des luttes qui se sont traditionnalisées. Donc, nous irons dans ce mois de mai, il y a beaucoup de choses importantes qui vont se passer, mais avant de vous dire tout ce que j'ai à vous dire, je passe la parole à Myriam Malsa, bonsoir, qui est notre invitée pour nous parler du convoi. Après, je vous présente les autres invités. Myriam, bonsoir. Bonsoir Juliette, merci à Zouk TV de nous accueillir ici encore une fois pour présenter le convoi Bas Réparation, 24e convoi. Le MIR de chaque mois de mai, depuis 24 ans, a pour tradition de démarrer son convoi donc à Sainte-Anne. Donc cette année, ça se fera le 13 mai. À Val-d'Or, à l'habitation de Val-d'Or, à Sainte-Anne, le départ, donc 18h30. Mais avant, le thème du convoi, c'est... Voilà, alors le thème du convoi, c'est réparation pour Palantir Machucan Pays Nou. Voilà. Donc, cette année, on met un point d'ordre à mettre en évidence en fait notre patrimoine. Donc, à dit que nous a fait, et puis nous ni connaissance, et puis même avant l'esclavage qui a fait que nous ni science là, nous ni toute potence intellectuelle là, donc là nous qui mettez ça devant, et puis les agriculteurs, les marins pêcheurs, les artisans de notre pays, donc chaque soir du 13 au 21 mai, il y aura l'intervention de Mamaï Potalan pays nous qui a gourmand pour valoriser patrimoine pays à Machucan pays. C'est le pays nous besoin nous en envoyé devant. Oui. Le sous-titre. C'est ça. D'accord. Alors, parlez-nous des temps forts. Les temps forts, donc ce sera bien évidemment... Alors, je tiens à préciser aussi que chaque année, nous avons un parrain, une marraine dans le cadre de ce convoi. Et cette année, c'est donc Jean-Guy Covert, qui est un photographe, un artiste qui nous suit depuis le début du convoi, qui sublime en fait le convoi grâce à ses photos. Voilà, c'est ça. Pas que le convoi Bas Réparation, mais toutes les manifestations du pays, toute lutte qui a faite dans le pays. Donc nous tiennent à mettre à l'honneur. Merci Jean-Guy. Et puis un autre talent, c'est Monjean, Véronique Monjean, qui est une agricultrice en Maïmon Rouge, qui a dû baquer depuis des l'année pour payer ça nourrir moun maï pays. Et il mène en lutte puisque il y a Otipété à Providence, Montrouge, donc et puis d'autres mamaï, d'autres agriculteurs. Monsieur Bernard connaît ça bien. Oui. Donc voilà, donc nous avons mis ces démontales à l'honneur et donc nous avons commencé le 13 mai Sainte-Anne, donc 6h30. Et Kainimam Maï Guadeloupe qui est là et puis c'est déjà lundi prochain. Ouais, lundi prochain Kainimam Maï Guadeloupe et puis nous membre présidente le CIPN, Comité international des peuples noirs, qui vient de la Guadeloupe, Jacqueline Jacquet, oui. Et qui est aussi Michel Lucrinette qui a suivi combattant depuis des années qui est là. Donc voilà, donc départ là et puis chaque jour au souhait nous des étapes. Et donc dans l'ici, nous qui avons fait après la rivière Pilote, ensuite nous qui allé pas côté la rivière Pilote, hommage aux héros de septembre 70. Oui. Ok.
Ok, donc, et puis il y a quelqu'un qui présente à chaque fois. Voilà, qui présente. Donc là, ça qui est Monsieur Bourgade et Monsieur Romain Bellé. Après, nous, il y a les Dicos. Et là, voilà, là, qu'il y a une intervention, maman, il a sopama sous potalance, mangle, mangrove. Et puis. Une association indispensable au pays. Ouais, qui amène des luttes qui fondamentales, sur nous. Donc, et puis après, nous, il y a les Robert. Jeudi 16 mai. Donc là, nous cueillons hommage à la terre et puis l'en mai. Et puis en marin pêchait. Et puis en monsieur qui a produit, qui a fait des produits dérivés, monsieur Coco. Donc voilà. Après, donc le vendredi 17 mai, nous cueillons Foyal. Donc là, il y a une intervention de mon Maïla Artisanat. Et à la Joyau, cimetière de la Joyau. Et là, nous, qu'a fait étape là, nous, qu'a fait qu'on nous un point d'honneur, là, et rend hommage à Césaire. Et on est là, nous, qui rend hommage aussi à Liker, parce que tout le monde pas savent ça, mais il tirait aussi la Joyau, donc Césaire à Liker, nous, qui rend qui était le maire adjoint pratiquement le plus souvent, parce que Césaire était député et était à l'Assemblée. Voilà, donc voilà. Chaque jour, il y a un gros papier. Ça, c'est important. Alors, au-delà de gros papier, nous, c'est des mouvements culturels. C'est-à-dire que c'est des mamans, c'est pas juste jouer musique. C'est-à-dire que Yoni, dans fonctionnement les transmettent maman qui a vini jouer, bagaille paya, quoi. Messe paya, donc c'est pouti, nous qu'à travail et puis c'est maman là. Et nous qu'à remercier de nous chaque année, oui, pour venir participer à convoi, réparation. Donc, d'ailleurs, donc, mon pas cité donc, ni défoulement qui est là à Sainte-Anne, qui est ni s'enchaîne, qui est ni Tamboubo Canal, Voukoum, qui a venu de la Guadeloupe, qui, depuis 24 années, qui a venu et puis nous. Donc, là, il a venu les poids koyo, et, qui a une marronnage, qui a fait plusieurs étapes, et puis nous, et Colibri aussi, qui est là. Donc, voilà. Alors, le samedi 18, c'est un point fort. Ah ouais, c'est un temps fort. Le samedi 18, ça a fait l'IMS, l'Institut Martiniquais du Sport, donc au Lamentin. Et là, nous qu'a fait en Saint-Joun Beaucantage, mais aussi qu'il y a un village. Donc, Jouta là, qu'il y a une plusieurs ateliers à l'entour, donc l'artisanat, l'agriculture, aussi la pêche, et puis des mamailles profession pour réfléchir non pas uniquement à qui ça qui pas qu'à aller, mais qui ça nous peut faire pour voyer devant toute cette activité là et faire en sorte que maman paye tout n'implique koyo à manger bagaille paye et puis donc nous qui parler surtout de circuit court et puis mettre tout l'artisan voilà et jouta là qu'il y a un village aussi donc des artisans, des mouns qui vendent produits textiles, tout ça, qui est là. Et d'ailleurs, on a profité pour faire appel à ces artisans-là, si sont intéressés, donc, de crier le mire. Donc, vous pouvez trouver, contact nous, on les site internet miremartinique.com. Donc, pour avoir un point de vente. Pour il y a déjà beaucoup de gens qui se sont inscrits. Donc, et puis, la conférence du 18. Voilà. Et donc, et après ça, donc, l'après-midi, pour nous en conférence, et puis, monsieur, Dominique Monotuka, on les, comment dire, Palantier Société nous. Donc, il y a nous plus de détails en laisse ça. Et voilà. Donc, et l'apothéose, c'est le dernier jour, le vendredi. Alors, l'apothéose. Ça va être le jeudi 21. Non, alors, ni en l'autre temps fort qui c'est le lundi. Le lundi 20, nous avons Mon Rouge, nous avons un hommage à les mamans qui ont typé Providence, donc de 9h à 4h de l'après-midi. Donc là, qu'il y a découverte, exploitation, Providence, qu'il y a en projection film, à l'entour l'histoire, en fait, les agriculteurs qui ont typé tête à là. Et puis, qu'il y a aussi en animation musicale. Donc, nous avons des les mounants, vini, une journée de 9h à 16h. Voilà, 4. Donc, yokai fait nous d'achine, tout ça, donc poté, viande yo, poisson yo, donc tout ça. Donc, c'est ça c'est le lundi 20 mai. Et puis, mardi 21 mai, donc c'est dernière étape là,
ni toujours le monde, donc nous avons parti de Saint-Pierre pour arriver prêcher pour dans l'hommage à toutes les mamans qui fait lutte. À Saint-Pierre, d'où est partie justement voilà. la révolte contre l'esclavage. Voilà, c'est ça. Donc, le groupe Maronnage et puis Colibri qui a accompagné nous, Joutala. Donc, c'est le programme effectivement très chargé. Les mamans, ils peuvent avoir le programme sur le site du MIR, le télécharger. Voilà. Pour voir, parce que là, moi je l'ai en noir et blanc, mais il est en couleur, il est beaucoup plus beau. Et puis voir, il y a un historique du MIR, qu'est-ce que c'est? Et puis depuis combien de temps le convoi existe? Je prends la langue coloniale parce que nous avons des amis de partout qui nous écoutent pour que nous soyons un petit peu à l'unisson. Mais ils peuvent télécharger donc le flyer de ce 24e convoi sur le site du MIR. Exact. Hein? Martinique.com. MIRmartinique.com. C'est tout collé? Tout collé. MIRmartinique, tout collé.com. Téléchargez le programme et n'hésitez pas à venir, c'est une ambiance que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Elle est à la fois spirituelle, elle est aussi, parce que nos ancêtres sont piétinés toujours sur les plantations, il n'y a aucune sphère pour leur rendre hommage, donc je crois d'ailleurs que nous allons un peu mieux parce que nous avons commencé à prendre très au sérieux cette histoire-là, que nous marchons sur nos ancêtres et que personne dans cette société ne se préoccupe de leur donner une véritable, je sais pas, une stèle ou une quoi, comment on appelle ça, là on peut venir rendre hommage à un lieu où on peut venir leur rendre hommage et peut-être qu'on commence à faire ça tout doucement. Donc voilà, merci pour ce beau programme. Merci, Anchaï. Et puis, eh bien, nous continuer à partir de lundi, donc Kikavini. Alors mettez-vous au pas avec de bonnes chaussures, de l'eau. Et puis il y a le discours d'ouverture de M. Malsa sur la nécessité de sauver les salines. Vous savez que les salines sont en danger, donc ça sera très important de l'écouter à l'ouverture de ce convoi 24, enfin le 24e. D'accord? Merci Myriam. Merci beaucoup. Et puis bon après-midi. Merci. Voilà. Et puis on se voit là, sur les routes pour comment on va dire ça, connecter nos énergies et nous envoyer, parce qu'on marche beaucoup. Hein. Il y a des états qui sont très longs, donc, mais c'est très sportif aussi. Hein. C'est très rapide. Avec les gros papiers, il faut vraiment se donner. Mais c'est très bien, c'est vraiment une bonne ambiance. On sort de là avec le sentiment qu'on a été réénergétisé et qu'on est moralement propre. C'est important. Merci Myriam. Merci. Au plaisir. D'accord. Donc on va laisser Myriam s'en aller parce qu'elle a dû passer en premier, parce qu'elle travaille et elle a bien voulu venir nous présenter le programme, mais elle doit nous quitter. Donc on va faire entrer quelqu'un d'autre. Merci Myriam, au revoir. Au revoir. Voilà, je vous présente maintenant mes autres invités, qui sont 4 sur le plateau et qui ont plein de bonnes choses à nous dire. L'un vient pour son livre. Bonsoir Patrick Bernard. Bonsoir, heureux d'être là. Merci pour l'invitation. Voilà, donc il va nous présenter son ouvrage Fulgurance d'acuité ou les geysers de lucidité. C'est un recueil de pensées, voilà. On le voit à l'écran, un recueil de pensées qui nous fait penser, parfois qui nous prend au dépourvu, mais on va en parler puisqu'il est là pour ça, pour le présenter. Merci d'être venu. Merci. Et puis j'ai 3 dames magnifiques qui vont nous parler d'un voyage qu'elles ont fait en Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai demandé souvent à des gens de venir témoigner pour donner envie aux nôtres, d'abord pour connaître et à travers les yeux de ceux qui ont visité, pour connaître et pour donner envie, et peut-être aussi pour, on va dire, détoxifier les préjugés qu'il y a sur le continent, puisque beaucoup de gens vous diront je veux pas en Afrique, c'est les gros ventres, les maladies, les mouches, c'est ça. Et pour un peu détruire ces préjugés, j'ai toujours demandé aux gens qui ont voyagé de venir dire un peu ce qu'ils ont vu. Donc je reçois, donc c'est Claudine. Claudine Beauroy. Voilà. Dites-nous, dites aux téléspectateurs 2 mots sur vous rapidement. Voilà,
Je ne vais pas dire mon âge. Hein. Non, non, c'est pas nécessaire. Donc, je m'appelle Claudine Beauroy. Je suis née à Abidjan non, je ne dirais pas l'année. Je suis née à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui. Et j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans, jusqu'au bac. D'accord. Et voilà, j'ai passé toute ma jeunesse en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ça, c'est la jeunesse. Exactement. Vous parlez une des langues, non? Ah non, pas du tout. Ok. Non, Vous étiez au lycée français? Non, pas spécialement français, mais c'était le lycée classique d'Abidjan. Oui. Et c'est-à-dire que là-bas, il y a tellement de dialectes, il y a tellement d'ethnies, il y en a plus de 60, que c'est compliqué de pouvoir parler une langue. En fait, il n'y a pas une langue qui prédomine. Oui. Donc la langue, évidemment, c'est le français. Donc tout le monde parle français. Et c'est la langue qu'on pratique. Hein, dans l'enseignement aussi. Voilà. D'accord. Ah oui, tout à fait. Merci. Et vous alors? Alors, je me présente, je suis Viviane Desroses, la sœur à Claudine. Claudine. Je suis née également en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas née à Abidjan comme Claudine, je suis née à Daloa, car il faut dire que nos parents ont voyagé. Ils étaient au Sénégal. Ils étaient diplomates? Je dirais coopérants. Coopérants, État français, voilà, employés de la fonction. Et qui était, mon père étant ingénieur des ponts et chaussées, il avait eu cette opportunité à l'époque sortie des mines, d'avoir cette proposition à l'époque sous la présidence d'Houphouët-Boigny de venir travailler au niveau des ministères d'urbanisme, construction et aménagement du territoire. C'est en ce sens qu'en tant qu'ingénieur, il a eu à travailler en Afrique. Ils ont vécu quand même une quarantaine d'années, en commençant par le Sénégal. Et vos deux parents sont martiniquais? Alors, notre père est martiniquais, notre maman est guadeloupéenne. D'accord. Et nous avons eu ce bonheur de naître en Afrique, ce qui nous enrichit. Voilà, tout à fait. Et sans contrat à Paris, puisque mon père était étudiant là, comme je vous disais, à l'école des mines, et ma mère était à la Sorbonne, elle était professeure d'anglais. Donc c'est lors de leurs études parisiennes qu'ils ont fait connaissance, qui se sont mariés et qui ont eu à l'initiative de mon père cette proposition d'aller vivre en Afrique. Et finalement, ils y sont restés longtemps, hein, puisque je disais une quarantaine d'années. Oui. Donc ils ont commencé en premier lieu au Sénégal, où est née notre sœur aînée. On est 4 filles, hein, pour tout dire. On a même été 5. On a perdu notre dernière sœur. Et après, ils ont été. Mon père a été affecté parce que ma mère le suivait, bien entendu, en Côte d'Ivoire. Alors, ils ont fait plusieurs villes. Ils ont fait Bouaké, ils ont fait Daloa, ils ont fait Abidjan. Et donc, moi, je suis née à Daloa. Au moment où mon père était en affectation sur Daloa, j'y suis née. Dans la 4e de la famille. Et puis après, ils ont terminé sur Abidjan. Et donc, voilà, quoi. Donc, comme Claudine, mon enfance a été bercée par cette africanité, ces relations, ces racines. Hein. Je crois qu'on se construit, je pense que les 20 premières années d'une vie vous forgent complètement, vous imprègnent. Et c'est clair qu'on ne s'en départit pas comme ça. C'est ça. En tout cas, vous en parlez avec bonheur. Et oui, on laisse. Vous voyez, chers téléspectateurs. Ça me vitamine. Oui, vous voyez, chers téléspectateurs, j'ai sur le plateau des invités dont je ne sais rien et que je découvre avec peut-être, j'espère, autant de plaisir que vous. Et elles nous préparent donc de bonnes choses, puisque elles vont nous parler de leur voyage, leur dernier voyage, et nous montrer quelques images. Et il s'agit aussi pour vous de prendre goût à vos racines, parce que je sais que vous racontez un tas d'histoires, que c'est jamais très net dans vos têtes, hein, quand on parle d'Afrique, voilà, il y a toutes sortes d'étincelles. Donc c'est pour justement vous montrer que, au contraire, tous les autres sont en train de faire main basse sur le continent, sauf vous. Hein, et il est à vous, puisque vous venez de ce continent, il est à vous aussi. Et vous, Shamsi, bonjour. Oui. Bonjour, alors je m'appelle Shamsi Beauroy, je suis la fille de Claudine. Et j'ai grandi avec le savoir donc, que ma mère est née en Côte d'Ivoire.
Une subtilité que j'avais pas très bien compris. Enfin, c'est-à-dire que ma mère était ivoirienne pour moi. Donc à chaque fois, je disais oui, ma mère elle est en Côte d'Ivoire. Parce que je trouvais ça super stylé. Ah oui. Et les gens me disaient du coup, tes grands-parents sont ivoiriens aussi. J'étais là, non, 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 ils sont Martinique et Guadeloupe. Ah, donc elle est pas vraiment ivoirienne. Je dis si, elle est vraiment ivoirienne. Donc voilà, ça a pris un peu de temps que je comprenne vraiment. Venir de quelque part, être né quelque part. C'est ça. Mais quand on connaît maman et mes tantes, on voit qu'elles ont vécu quelque chose de différent des gens d'ici. Tout à fait. Donc voilà, donc j'ai grandi dans l'amour, le respect et une très grande envie d'aller en Afrique pour découvrir leur pays. Donc on a pu enfin le faire cette année. C'était un projet qu'on a voulu concrétiser depuis très longtemps. Depuis que je suis toute petite, maman nous a toujours dit, mon Dieu, je rêve de vous faire découvrir mon pays, je rêve qu'on puisse y aller. Il y a eu de la stabilité politique là-bas, il y a une guerre, et puis les moyens. Donc ça a pris un peu de temps, mais au final, enfin, on a pu le faire cette année. C'était magnifique. Alors moi, je remercie donc la Popo qui m'a parlé de vous, de votre voyage, et qui m'a donné l'idée de vous inviter. Donc je suis très contente merci. de ça. En tout cas, honoré en tout cas. Oui, il était très content d'être avec vous. Ça a eu mais on a passé un super moment. Il était enchanté et il m'a dit que ça pourrait vous intéresser de venir parler à nos téléspectateurs de cette... justement, quand j'entends Shamsi en parler, je sens que il y a de la beauté. C'est très rare qu'on nous parle de l'Afrique et que ce sentiment de beauté, d'envie de retourner, cette esthétique en fait, même de l'environnement, fasse partie du discours du narratif sur l'Afrique. Donc je suis très contente pour nos téléspectateurs qui ont encore des petits clous dans la tête. Donc on va essayer de dégager tout ça. Maintenant, moi j'ai deux petites choses à vous dire, si vous permettez. J'ai deux petites choses à vous dire. Je voulais vous signaler que les vacances d'Isis, c'est sorti en album, vous voyez, grand comme ça. Comme une bande. Oh, Manuela a magnifiquement fait une belle photo et elle vous la présente directement à l'écran. Et c'est un album. Voilà. Un livre pour adolescents, mais beaucoup pour les parents, à lire en tout cas avec les ados et les enfants pour leur donner l'envie d'abord leur parler de leur histoire, l'esclavage, les prénoms, pourquoi c'est important, et la relation avec les autres, en l'occurrence avec les petits Européens, le racisme, et comment, voilà, énormément de choses qui ont un lien avec la connaissance de soi. Pourquoi les Blancs rougissent et nous on fait quoi quand on parle de nous, qu'on n'a pas la peau foncée, la peau claire, etc. Donc il y a beaucoup de petites choses qui sont pédagogiques pour les enseignants et pour les parents. Mais c'est bien de le lire avec les enfants. Donc vous le trouvez à la Wéry boutique de Saint-Joseph, dont je vous ai déjà parlé, et à la FNAC, parce que je vous ai signalé que Cultura, sans m'expliquer pourquoi, ne veut plus de mes livres. Voilà. Et je sais, dans mon pays, on me persécute depuis tellement longtemps que continuer. Je trouve des voies comment on appelle ça, de délestage. Voilà. Je voulais aussi vous signaler cette petite revue-là. Elle n'est pas sur l'écran parce que je ne l'ai pas montrée à Manuela, mais c'est la revue Racine qui est réalisée par nos amis de la Guadeloupe, nos frères et sœurs de la Guadeloupe. Ça s'appelle Racine et c'est une petite revue elle est très mince, mais elle est très, très, très documentée. Et pour vous qui n'aimez pas les livres ou qui n'aimez pas beaucoup lire, vous avez beaucoup de thématiques abordées, mais vraiment de manière... ce sont des personnes formées, historiens, médecins, etc., qui le font, qui l'écrivent, qui le réalisent. Et c'est un vrai beau document à avoir. Et donc ça s'appelle Racine. Ce numéro, par exemple, c'est la malédiction de Cham. Mythe ou réalité. Il y a tous les thèmes qui touchent à notre peuple sont traités donc dans cette petite revue. Très mince, vous voyez, et très nécessaire, réalisée par nos amis de Guadeloupe. Vous la trouvez donc à Wéry Boutique à Saint-Joseph, et puis à Tamery, à la librairie Tamery à Paris.
si vous la cherchez, et puis en Guadeloupe, naturellement, peut-être dans plus de lieux, d'accord? Mais non, je voulais vous parler de... N'oubliez pas ma chaîne YouTube, hein, faut y aller, hein, et puis vous abonner. Bon, c'est pas une obligation, mais bon, si vous y allez et que vous vous abonnez, vous aurez des notifications sur mes émissions, par exemple. Ça serait d'utilité publique. Ensuite, je voulais vous parler de la Oui Boutique, je vous en ai déjà dit deux mots, hein, à Saint-Joseph, qui vend des livres sur nos problématiques qu'il faut voir et qui vendent des bijoux, des vêtements, des aliments, enfin des choses, des cosmétiques, beaucoup de choses qui sont fabriquées par des artisans d'ici ou d'Afrique. Je sais que Clapopo, qui en est comment on dit, le gérant, et lui, ou plus que le gérant, je crois, il se rend en Afrique régulièrement, en Côte d'Ivoire, parce qu'il est ivoirien, et qu'il ramène des produits et des vêtements de Côte d'Ivoire. J'avais trouvé d'ailleurs cette jolie tunique que je porte dans les rayons de Oui Boutique. Voilà, donc vous allez trouver de belles choses, n'hésitez pas à y aller, et les livres, les revues se trouvent aussi là-bas. Maintenant, je voulais vous parler de la décennie des personnes d'ascendance africaine qui se termine et qui malheureusement n'a pas eu d'écho chez nous. Alors peu de gens savent que cette décennie a existé. Je ne sais pas si vous savez. Vous n'en avez pas entendu parler. Non, malheureusement. J'ai fait la même expérience en Guadeloupe, à Paris. Les gens ne savent pas. Pourtant, c'est une décennie qui a été décrétée 10 ans, qui se termine en 2024, qui a été décrétée par l'Assemblée générale de l'ONU. À la demande, après la conférence de comment s'appelle ce pays d'Afrique du Sud, la conférence de 2001, où il y avait, la ville m'échappe, mais c'était sur la demande d'Africains, d'intellectuels, de personnes qui pensaient qu'il fallait que l'Europe, qui a pillé et saigné à blanc les peuples noirs, se donne un peu la peine de proposer aux pays qui avaient participé à ce scandale à ciel ouvert de se racheter quelque peu. Et donc, il y a eu comment on appelle ça? C'est un gros document, je ne sais plus, qui décrétait, enfin qui explique comment, dans quel terme cette décennie devrait se dérouler et ce que les États avaient à faire. Les États qui avaient donc des populations afrodescendantes en leur sein, les États européens naturellement et américains. Et donc, il y a beaucoup de données qui sont justement le fruit du travail de nos frères du continent et d'Amérique, de la Caraïbe, etc. Puisque c'était lors de cette conférence en Afrique du Sud que tous les problèmes qui réunissaient tous les États, il y a eu beaucoup de résistance d'ailleurs des États occidentaux, d'Israël aussi, je sais qu'il y a eu vraiment des résistances, mais enfin, ça avait été voté. Il fallait qu'il y ait cette décennie. Cette décennie arrive à la Martinique, on demande aux mairies, à quelques personnes de nous permettre de la présenter. Donc il y a deux mairies, je pense que ce sont plutôt des bibliothèques, ou comment ça s'appelle, qui tiennent lieu de bibliothèque aujourd'hui. Les médiathèques. Saint-Esprit et Morne-Rouge, qui nous ont autorisés à présenter, mais on avait un tout petit public au Morne-Rouge, parce que les gens, la thématique ne leur parlait peut-être pas trop, mais enfin, ça a été autorisé, et au Saint-Esprit, il y avait un public plus large, mais voilà, on a pu présenter cette décennie. En lien avec le CNR, Comité national pour les réparations. Et on n'a pas eu d'écho d'autres personnes qui se soient, peut-être Fort-de-France un peu. Je crois que Fort-de-France avait permis, en tout cas, qu'on organise des réunions avec la DIPA pour présenter cette manifestation. Et du coup, on s'est retrouvés donc à demander, proposer, sans qu'il y ait de retour. Et j'ai entendu une fois la maire de Basse-Pointe dire que
accorder de l'importance ou bien donner des réponses à de telles demandes, c'était diviser la population. Donc je suis très étonnée parce qu'en 10 ans, aucune de nos élus n'a trouvé le moyen de ne serait-ce que faire connaître. Je ne peux pas comprendre que la décennie se termine et que personne n'en sache rien. C'est parce que nos élus n'ont pas fait leur travail. Je m'étonne de cela parce que qu'on dise que ça divise la population, parce que nous avons chez nous une petite composante indienne et je vois qu'il y a des récupérations politiciennes de l'existence de cette petite composante qui n'est pas une communauté dont je sais beaucoup parce que il y a chaque année des manifestations, des troupes qu'on fait venir de l'Inde ou de France et qui sont financés avec l'argent public. Je n'ai rien contre ces événements-là. Je veux juste savoir pourquoi les descendants de la Martinique ont droit à ces faveurs et pas les autres, parce que si il s'agit de traiter les indo-descendants qui sont des Martiniquais comme une sorte de composante, une excroissance de notre société. Je veux comprendre le sens du combat que nous avons mené dans les années 80-90 pour justement réhabiliter la dignité de cette composante dont je vous rappelle, je suis en partie issue. Nous avons, à travers l'association qui s'appelait l'ACMI, Association culturelle martiniquaine, nous nous sommes battus pendant plus de 10 ans avec des personnes comme Michel Ponama, Antoine Nicole, Liliane Mangatal, feu Liliane Mangatal, etc., pour que la société reconnaisse cette composante et lui fasse une place puisqu'elle était piétinée, littéralement piétinée. Nous nous sommes battus pour ça. Mais nous nous sommes battus pour que ça soit une composante qui fasse partie de la société, qui soit reconnue comme telle et qui se préoccupe de sa société. Et non pas pour que quelques politiciens récupèrent cette composante pour faire je ne sais quel marché, parce que les Indiens n'ont pas vocation à être en dehors des composantes fondatrices de la société, qui sont d'abord les Africains, afro-descendants, les Békés, les colons français et les indo-descendants, indiens comme ils s'appellent aujourd'hui. Je rappelle que pour être indien, il faut venir d'un pays qui est l'Inde, c'est une nationalité. Donc dire qu'on est des Indiens en Martinique, c'est aussi problématique. Donc je demande à nos politiques pourquoi ils ont les moyens de faire justement cette politique partisane qui, à mon avis, est de la récupération et pas celle de s'occuper de la composante majoritaire de notre société qui aurait mérité pendant ces 10 ans qu'on lui accorde même la venue de groupes. On me dira qu'on n'a pas d'argent. L'argent public sert bien à faire venir des troupes de l'Inde, etc. Je n'ai rien qu'on comprenne bien ce que je suis en train de dire. Les Indiens n'ont pas vocation à être une excroissance de nos sociétés comme le sont les Békés. Les Indiens sont des gens qui ont été, après l'esclavage, traités comme des esclaves. Et ce sont des gens, une composante qui a construit cette société et qui n'a pas vocation à être exotisée ni à être utilisée dans je ne sais quel projet qui me paraît absolument délétère, et je le dis parce que moi je suis à l'origine de cette association dont l'objectif et tous mes travaux de doctorat et mes livres, j'ai 3 gros livres sur cette condition. D'ailleurs, quand on travaille sur les indo-descendants en Martinique, on va chercher dans ces livres-là. Donc je demande à notre société de ne pas exotiser une partie de sa population, de ne pas nous tribaliser comme la France le veut, et si elle veut tribaliser la société, qu'elle en fasse de même pour les Chinois, pour les Syro-Libanais, pour les Haïtiens qui nous donnent à boire et à manger. Peut-être pas à boire, mais à manger en tout cas. Je demande que toutes ces composantes-là, à ce moment-là, soient mises à l'honneur. Parce que je veux comprendre, et j'espère que les indo-descendants comprennent que ce type de traitement, de manière qu'a la société de les traiter, c'est les mettre à part. Et ils ne doivent pas être à part. Les 3/4 des descendants des indo-descendants sont des afro-descendants.
Donc la décennie des personnes d'ascendance africaine les concerne. Et leur place n'est pas dans la marge de la société, mais dans la société où nous luttons pour nos droits sociaux, contre le chlordécone, contre les problèmes qui touchent et dont bénéficient tous ceux qui viennent seulement prendre dans notre société, notamment les Français de France. Donc je demande que les Indo-Martiniquais se ressaisissent, que les politiques, avec leur politique politicienne, sachent bien qu'on ne peut pas utiliser l'argent public pour une partie des gens et pas pour les autres. Et je veux comprendre pourquoi, à quoi correspond cette mise à l'écart de cette composante qui est indo-afro-martiniquaise. Voilà. Donc ça c'était, j'ai déjà poussé une fois un coup de gueule, je vous avais dit que j'en aurais d'autres, et je parle là à nos élus, et je demande aussi à notre composante, les petits descendants, enfin la petite composante indo-descendante que nous avons, eh bien qu'elle s'occupe de sa société, parce qu'elle est menacée, elle est en danger aujourd'hui, et notre rôle, c'est de nous occuper, de préserver ce que nos ancêtres, africains d'abord, indiens ensuite, ont travaillé pour avoir une partie du gâteau que les autres se sont appropriés, et d'ailleurs qu'ils gèrent en maîtres, puisqu'on parle bien des maîtres de la Martinique. Voilà, un peu, allons être pas des tribus qui vivent ensemble, chacun fait son petit truc, les mulâtres par là, les béquets de l'autre côté, les Indiens maintenant. Qui est-ce que vous allez tribaliser prochainement? Dites-moi, puisque la France n'a jamais régné que sur des tribus, en divisant les gens, en les empêchant d'être un peuple. Nous sommes un peuple, à quelque niveau que vous abordiez le problème. C'est cela que nous avons envie de vous dire, chers élus. Et ne me dites pas que vous n'avez pas trouvé les moyens de faire en 10 ans venir une seule troupe du continent, ne serait-ce que pour nous dire que, eh bien, il y a bien une décennie, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais voilà, nous sommes essentiellement des afrodescendants. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne s'occuperait pas de cette décennie-là? Au moins pour dire à l'ONU, voilà, vous avez pris une décision, mais oui, vous n'avez pas donné de moyens, l'ONU. On aurait pu se mettre ensemble pour vous dire, allez, lâchez un peu quelques financements. Vous n'avez pas fait. Bon, voilà, j'en ai terminé pour vous dire que faisons attention. Nous avons besoin de sauver notre société avec toutes ses composantes. Et attention à ceux qui ne viennent que prendre, profiter, sans donner. C'est cela qui fait que nous avons une partie des gens qui se battent pour nous et nous venons manger à pleine bouche quand les résultats sont là. Non, non, non. Moi, je suis sociologue, je ne vais pas vous dire que, voilà, je ne suis pas politicienne. Alors, voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis, on va parler un peu maintenant d'un autre sujet qui est... je vous ai parlé, oui, à peu près de ce que je voulais vous dire, d'un ouvrage de Patrick Bernard, donc qui nous a gratifié de quelque chose qu'il appelle recueil de pensées. Oui. Et voilà, que j'ai eu l'honneur de lire, mais bon, il me manque quoi, une petite, peut-être vingtaine, oui, peut-être, voilà. Donc après, quand j'ai vu que je n'arrivais pas jusqu'à la fin, mais j'ai lu l'essentiel parce qu'après j'ai vu que, en fait, il y a beaucoup de, ce qu'on peut appeler des répétitions, mais comme ce sont des pensées, elles reviennent sous des formes plus ou moins formalisées, mais elles disent la même chose. C'est pour ça que, en refeuilletant les quelques pages que j'ai pas pu lire, je suis plutôt allée au glossaire directement, parce que c'est un ouvrage riche en néologisme. Donc il va vous expliquer. Donc dites-nous, fulgurance d'acuité ou les geysers de lucidité. Alors parfois, oui, on a des petits volcans qui explosent, et puis à d'autres moments, on est dans quelque chose qui avance doucement, qui est une observation, on va dire, un petit peu placide de nos réalités. Alors. Oui, mais comme je le traduis, je dis que nous avons cette spontanéité de l'inspiration qui vient se faire au jour, mais qui requiert des fois une maturation, une réflexion pour pouvoir asseoir pleinement sa pensée. Et c'est ce que j'ai tenté de faire à travers cet ouvrage. Oui, non, j'ai vu, j'ai pris beaucoup de notes. C'est bien. Non, c'est que, voilà, c'est un ouvrage de, vous voyez, ce sont des phrases. Ça m'a fait penser au livre de Proverbes, peut-être que ça vous dit quelque chose.
Hein, vous lisez des lignes de texte qui disent quelque chose, parce que les proverbes, ce sont des pensées condensées, très condensées, philosophiques, et qui signalent un sens de l'observation. D'ailleurs, vous parlez de observer l'observation que vous observez, enfin, d'être vous-même. Donc il y a beaucoup de réflexion autour de la réflexivité. Oui. Hein, c'est-à-dire faire ce que vous faites, mais en observant ce que vous faites. Oui. Et pour que ça prenne aussi du sens. Donc j'ai pensé d'abord aux proverbes, parce que j'ai lu beaucoup de proverbes, et que je trouve que c'est la façon la plus africaine et la plus extraordinaire de dire, parce que ce qu'un Africain peut dire dans un proverbe de lignes, eh bien, souvent les Européens le disent dans des livres de 300 pages. Tout à fait. Oui, parce qu'ils ont passé des millénaires, des millions d'années à observer le genre humain. C'est pour ça qu'ils ont mis l'accent sur le social et pas sur l'individu. Et ce qu'on est en train de faire là actuellement, qui découle complètement la société. Puisque la société, c'est d'abord un collectif maillé, et il faut qu'on ait le souci de ce maillage. Comme je le disais, ne pas tribaliser les gens. Donc, c'est d'abord beaucoup de ces pensées qui touchent de manière très générale à des problématiques qui sont humaines. Oui, j'observe que, je vois que, etc. Donc, il va d'abord définir le sens de son ouvrage. C'est pour ça que j'ai d'abord pris des formes de notes sous forme de post-it. Il dit donc... ce manuscrit protégé pour la première fois le 27 novembre 1998 traduit l'essentiel d'une vie, d'instant, de contemplation de l'homme dans le monde qui s'exprime, le mot contemplation est important, qui s'exprime à travers ce florilège d'accouchements conceptuels, empiriques, poétiques, métaphoriques, oniriques, sociologiques, politiques, philosophiques, théologiques, psychologiques, éthiques, critiques, anthropologique, polémique, ontologique, ethnologique, écologique, ironique, lubrique, satirique, humoriste. Bon, quand on a fait le tour de la planète avec ça, oui. Et c'est vrai que le fait qu'il lâche comme ça des pensées qui ne sont pas particulièrement travaillées et qui ne sont pas hiérarchisées, c'est cela qui peut être un peu dérangeant. Elles ne sont pas hiérarchisées, mais il est habité de manière lancinante par des thématiques qu'on va voir surgir comme ça de manière très, parfois amenée de manière un peu, on va dire, non polémiste. Hein? Et puis tout d'un coup, y a des geysers qui vont lâcher leurs étincelles, et on va retrouver. Alors, fulgurance d'acuité ou les geysers de lucidité, comme son nom l'indique, portent des regards sans concession sur nous-mêmes, sur nous-mêmes, qui, de son incisive lame tranchante d'objectivité, vient dénoncer cet affaissement pluriel dont lui est consubstantielle cette inversion des valeurs. Donc là, si vous avez lu le livre, vous savez pourquoi il vous dit des choses comme ça. Dénoncer, affaissement pluriel et surtout inversion des valeurs. Parce que dans tout l'ouvrage, donc on aura des phrases comme ça, jetées, je veux dire, à nos faces, et qui nous font sentir que l'auteur porte un jugement sur la façon dont sa société se développe, du mal développement en fait, de la perte des valeurs, et le regard qu'il nous demande, il appelle sans arrêt le lecteur, il parle de nous, d'ailleurs en termes de les miens, je demande aux miens. Donc il est toujours dans quelque chose d'assez inclusif, qui dit « c'est vous, mon peuple, je vous appelle à ». Et un peu comme Césaire disait « mon peuple, quand cesseras-tu d'être le carnaval des autres ?» Eh bien lui, il est là à dire, à nous appeler sans arrêt
à prendre garde à ce monde-là qui nous noie. Mais il est à la fois donc sur le plan moral, sur le plan politique. Mon peuple, nous sommes en train de disparaître, on nous dilue, voilà, il faut qu'on soit là, qu'on se réveille, qu'on sorte de cet esprit de domination. Parce qu'il la considère comme étant à la fois, nos comportements comme étant à la fois on va dire, on a des manières de se comporter qui rappellent l'attachement au bourreau, c'est-à-dire comment on appelle ça, le complexe le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm. Et en même temps, voilà, une certaine mollesse, le sentiment que nous ne saisissons pas les drames que nous vivons, que la réalité nous échappe, qu'on n'est pas assez, et puis on n'est pas vigilant, et puis que les choses nous arrivent quand elles explosent à nos visages, etc. Donc c'est ça, il y a beaucoup de choses à prendre. Maintenant, c'est une forme de lecture qui est particulière, mais quand il parle de nous, quand il parle par exemple de notre condition, il est souvent dans quelque chose de plus élaboré. Et ce qu'il fait, qui est très systématique et intéressant, c'est cette sorte de conjonction, de rapprochement de connexion avec le continent. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne nous analyse, il n'approche notre réalité en dehors du continent. Parce que ce que les gens refusent de faire ici, et qui est une erreur à mon avis, c'est de considérer la politique coloniale de la France de manière globale. On dit aux Antilles, on est un peu une engeance particulière, on est des gens, et puis c'est comme on faisait avec la Guadeloupe, c'est des bonhommes de la Guadeloupe, et donc nous on va considérer l'Afrique comme les bonhommes, et nous on serait les seigneurs ou les messieurs, etc. Eh bien, Patrick Bernard casse un peu cette forme d'approche, et il nous rappelle sans arrêt notre continent mère. Elle est là, il est là, ou elle est là, si on la féminise, mais dans les mêmes, on va dire, les mêmes tribulations que nous. Et c'est pour cela que nous avons du mal à avoir une maman qui nous protège. Et je crois que c'est ça le drame de la colonisation, cette colonisation-ci. Et c'est que... à la limite, nous qui sommes conscients, qui avons peut-être parfois un peu de force, eh bien, nous sommes appelés à renforcer les rangs pour aider le continent mère. Et c'est ça un peu qui fait qu'on est toujours analysé conjointement. Donc il a ces formes de... Je ne sais pas maintenant, je vous laisse... Je voulais dire ouvrage bipartite, comprenant dans un premier temps essentiellement des pensées, des regards ponctués de courtes réflexions, et dans un second temps un lexique, des néologismes qu'on trouve à la fin. Et c'est vrai que ça vaut le coup d'y regarder de près. Donc un lexique des néologismes au concept que nous avons accouché, visant une meilleure compréhension à l'endroit du lecteur de ces derniers quand ils viennent à se faire jour au gré des pensées ou autres réflexions contenues dans cet ouvrage. Mot pour mot. Oui, c'était le précédent ouvrage, parce qu'il y a eu 2 volumes, le volume 1, le volume 2, et puis... mais j'aime toujours, en fait, la pensée, c'est toujours une continuité, nous cheminons avec nos pensées, donc nous retrouvons toujours nos assises dans ce que nous avons pu faire auparavant. Donc j'ai toujours ce lien avec mes ouvrages précédents. J'ai toujours quelque chose en référence aux ouvrages précédents, et c'en est un exemple. Et cette manière d'écrire, pourquoi ? Alors, je crois que ça découle un peu de mon caractère, c'est-à-dire que je n'ai pas l'endurance du romancier, je suis quelqu'un de plutôt volcanique, péléen. Et donc, c'est des choses qui surgissent. Et comme je l'ai dit, souvent les pensées viennent résumer des fois des semaines, des mois, voire des années de pérégrination intellectuelle, réflexive. Et donc, on est toujours dans cette
incomplétude lorsqu'on n'a pas encore trouvé le truc, donc on mûrit, on refait le truc et puis subitement se fait jour un beau jour, une pensée qui nous satisfait pour l'heure, hein, et on arrive à la garder parce qu'elle traduit au mieux ce que nous avons souhaité exprimer. Dans ce processus de maturation, on le sent, parce que on peut avoir le sentiment de répétition. Mais chaque fois, la pensée est reprise, mais elle est plus élaborée, ou alors elle ajoute du contenu à ce qu'elle avait proposé précédemment. Oui, mais comme je le dis d'ailleurs dans l'introduction, c'est-à-dire que j'ai protégé l'ouvrage en 98, donc il y a quelques 25 ans. En 25 ans, on a le temps de revenir sur ce qu'on a déjà dit, mais avec plus de maturité des fois aussi. Et donc, comme vous dites si bien, en fait, c'est que on a l'impression qu'il s'agit de répétition, mais qui trouve aussi une élaboration supplémentaire. Oui, petit à petit, ça. Là où on sent le mieux cette manière plus évidente, cette maturation, c'est le rapport que vous avez avec la réalité politique de nous, de nos sociétés. D'ailleurs, vous nous appelez les outre-merdes. Oui. Les outre-merdes. Les outre-merdes, c'est-à-dire que nous avons suffisamment de faits. Assez accablant, une empiricité lourde avec ce système colonialiste pour être encore aujourd'hui dans une espèce de fausse naïveté. Il y a une cruauté, il y a un cynisme, une déshumanisation qui jalonne notre rapport à ce système, et cette déconsidération se traduit par exemple, vous avez fait état par exemple du chlordécone. Comment peut-on, en toute connaissance de cause, prendre la décision d'ainsi empoisonner une population et trouver le moyen de désinstrumentaliser la justice pour s'en sortir sans conséquence. Ça montre encore une fois ce mépris institutionnalisé, en fait. Et que nous, j'aime pas trop ce terme, mais je l'ai suffisamment signifié, résilience. Nous sommes résilients. Nous, à un moment, il faut dire stop. À un moment, il faut dire stop, quoi. Et puis la résilience, ça arrange toujours le dominant. Voilà. Sûr. Donc, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous avons l'actualité avec, comme je le dis d'ailleurs, partout où la France et les siens se sont invités, parce qu'il faut bien voir qu'il s'agit là de pays parasites, prédateurs. Mais nous avons droit à quoi? La déstructuration des sociétés. Nous avons droit à quoi? À l'annihilation, à l'éradication des cultures, à la spoliation des richesses, mais aussi le vol de terre, c'est l'actualité, mais surtout la récurrence. C'est le meurtre en masse des masses dites autochtones. Donc nous avons quelque chose qui est perdu depuis plus de 5 siècles. Oui, vous parlez aussi du grand emplacement. Oui, depuis plus de 5 siècles. Donc nous n'allons pas encore une fois nous bercer d'illusions, voire non, un poison reste un poison. Et je le dis, une gangrène, ça se ne soigne pas, ça s'ampute. D'accord. Alors, outre-merde, domestication critique des mots, outre-mer et merde, véhémente dénonciation plurielle, à la fois de l'endémique, de l'empirique, du viscéral, pas moins abyssal mépris de la France, de ses élites et d'une très large majorité de son peuple de souche à l'endroit des Outre-mer, mais également et surtout tout aussi impétueuse dénonciation de l'indécente indignité de ces mêmes ultramarins qui, malgré des siècles et des siècles de dédain affiché, d'avanie de plus en plus décomplexée, sans discontinuer, quémande malgré tout, chaque jour, un peu plus servilement, un peu plus ignominieusement, une once de considération. C'est chez cela même qui,
viscéralement, les méprisent, les avilissent. Donc il y a ce regard, cette réflexivité que j'ai signalée dès le départ. Et puis, oui, ce coup de poing à nous et à l'autre, parce que l'autre ne fait ce qu'il fait que parce que nous sommes aussi, comme on le dit un peu, vous dénoncez, vous dites que vous haïssez les collabos. Oui. Et dans ce sens-là, nous sommes aussi, en acceptant que ce jeu continue. Mais vous mettez beaucoup les élites en cause. Oui, mais il est unanimement, universellement reconnu que toute domination d'un pays, d'un peuple sur un autre passe immanquablement par la compromission, voire la corruption des élites. Alors, élites pas seulement politiques, parce que ça c'est flagrant, quand nos politiques sont des traites de véritables, d'authentiques collabos, mais toutes les élites intellectuelles, élites culturelles, alors pas tous, je ne dis pas tout le monde, mais je dis l'immense majorité de ces élites participent à la pérennisation de notre situation. Et si nous avons, alors c'est pas parce que vous êtes présente, vous savez l'admiration que j'ai pour vous, mais si nous avions par exemple plus d'intellectuels qui disaient les choses, qui de par leur assise pouvaient davantage dire les choses au peuple et ne pas justement sombrer dans cette félonie, dans cette lâcheté, parce que tout le monde voit les choses, mais personne n'a envie de se mouiller, de peur qu'un coup de fil de main annihile leurs chances d'élévation. Voilà, nous sommes. Et donc, ça, c'est pas seulement chez nos politiques, mais c'est sur toutes nos élites, quoi. Mais je tiens à dire, en adéquation avec ce que vous disiez à l'instant, c'est que Gandhi dit une phrase magnifique: nul ne vous rabaisse sans votre consentement. Nul ne nous rabaisse. Donc, si nous sommes dans cette situation, et qui, je le dis, qui perdure depuis plus de 5 siècles, c'est qu'à un moment, quand même, nous avons une part. Mais est-ce que Sankara ne disait pas la même chose? L'esclave qui n'est pas capable de, je ne sais quoi, c'est le Tché qui disait celui qui n'est pas capable de se... Non, ça c'est Thomas Sankara. Oui. L'esclave qui n'est pas capable de se rebeller. Oui, et ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Le chien a dit la même chose. Oui, mais Sankara l'a dit Donc oui, mais tous les penseurs... Mais on a, c'est-à-dire, en sociologie, on dit bien que on est dominé, mais qu'on aurait une petite interstice de liberté et qu'il s'agirait d'écarter les barreaux. Mais la pression, parce que vous voyez les mêmes phénomènes en Afrique et chez nous, dans tous les pays colonisés par la France, et tout le monde dit, d'ailleurs vous le signalez bien, que la colonisation française est une forme. C'est la pire, mais c'est une forme, mais c'est la pire dans sa volonté. Elle est méchante en fait. Il y a d'autres colonisateurs qui ont voulu piller, qui sont c'est le propre de la colonisation. Mais la France, elle est méchante dans sa façon d'écraser l'autre et de ne lui donner aucune chance de survie, ni même de respirer pour se dire mais j'existe aussi, mais je suis quelqu'un. C'est vrai qu'on me vole, mais enfin je suis quand même quelqu'un. Eh bien non, elle vous vole, elle vous prédate, elle vous dénature, elle prend sa place. Et vous parlez bien de l'assimilation dans certaines de vos phrases. On est c'est quelque chose, dans toutes ces réflexions qui remettent en cause véritablement, qui interrogent, parce que vous êtes très dur avec un grand passage, je ne sais pas s'il faut le lire, mais vous parlez de l'assimilation, de l'assujettissement, l'asservissement et l'anéantissement, l'annihilation polymorphe du colonisé, de sa culture et de sa civilisation. Pourtant, sur l'échelle de cette abominable abomination, force est de constater que la colonisation française est la plus abjecte de toutes. En ce que, pour s'assurer la pérennisation de sa mainmise totale sur l'ensemble des richesses du pays hôte, qu'elle a, en parasite patenté, investi, en plus de la spoliation des richesses, entre autres immondes abjections inhérentes à toute colonisation. Contrairement à d'autres, elle a cyniquement toujours pris grand soin d'empêcher les autochtones d'accéder à tout poste clé de responsabilité. Donc ça continue. Donc voilà, ce sont des pensées, mais celle-là, par exemple, elle est longue, elle fait pratiquement une page et demie. Vous voyez, donc on est dans ce genre de réflexions qui sont à la fois
c'est ce qu'il dit, c'est des geysers, quoi. Parfois, il y a un tristement vrai, mais c'est vrai en plus. Voilà, il y a des... Vous voulez dire quelque chose, Claudie? Non, je dis que c'est vrai qu'il faut reconnaître que... Moi, souvent, dans les discussions avec ma fille, j'ai dit, mais on subit trop, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que je crois qu'on est tous trop lâches. C'est-à-dire parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a déjà qu'on se bat pour avoir ce qu'on a, alors on préserve, on garde. Mais c'est pour ça que j'ai une profonde admiration pour les gens qui se battent et puis qui ils sont pas nombreux. Chaque fois j'ai dit je respect pour eux et ils se battent pour défendre des causes. C'est moi et une chose qui m'insupporte, c'est les gens qui critiquent. Et puis qui disent ah oui, comme s'ils foutent le bordel, moi j'ai dit c'est pas possible. Oui, quoi. c'est-à-dire un peu comme disait Madame. Un peu comme disait Madame Smiralda, comment une élue peut se permettre de dire sur un sujet aussi important que c'est matière à créer la zizanie, alors que bien au contraire, c'est pour montrer que ceux qui sont, comme je dis que je vous dis que j'exècre, mais au plus haut point nos élus, parce que on ne peut pas être à ce point, trahir les siens. On ne peut pas à ce point. Mais j'hallucine en fait. Et puis ils sont dans une démagogie, c'est-à-dire ils sont installés. Puis il y a aussi le fait aussi, il faut aussi reconnaître aussi, comme on dit, nous avons les politiciens que nous méritons. Nous ne pouvons pas avoir ce genre de personnes et leur permettre de faire carrière en politique. C'est que nous devrions les sanctionner déjà. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, j'écoutais religieusement ce que M. Bernard disait et on sent à travers en tout cas les propos qui ont été lus de la colère, du dégoût. Oui. On sent vraiment que quand il y a cette successive, ces mots qui se suivent, on sent le dégoût. L'exaspération. Et je trouve que c'est de manière anachronique en même temps les miens. Oui. Voilà. Oui. Donc, parce que Juliette en a parlé, et donc en même temps, il y a ce combat de dire, genre, vous me dégoûtez, quoi. Vous êtes mes frères, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'est une torture, hein. Oui. Donc, est-ce que justement, on ne pourrait pas... On parle d'accouchement, l'accouchement n'est jamais facile. Oui, mais... Et si le mot est posé, c'est parce que c'est compliqué, c'est difficile. Ouais, donc en fait, on a l'impression que se dégage cette ambiance pas vaine, hein, mais on cherche. En tout cas, c'est sûr qu'il faut lutter, ça va pas être facile. Exactement. On sent que on fait le constat que c'est pas facile, qu'en dénonçant ces comportements, ces attitudes, ce mot résilience qu'on aime bien affourer partout parce que ça apaise tout le monde, mais en même temps c'est une manière de clore un sujet alors qu'il y a un tas de choses à dire derrière. Mais à travers, en tout cas ce que Juliette a bien voulu nous lire, si je peux faire une synthèse de ce que j'ai compris, parce qu'il faudrait lire un certain nombre de pages, c'est qu'il y a ce constat, ce ressenti de dégoût et de colère qui est palpable, et en même temps de dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut bouger. En fait, c'est électrochoc. Voilà. C'est un livre électrochoc d'éveil, de réveil, de bousculer. Tout à fait. Mais malheureusement, on n'est pas assez unis, je perçois le but de je dis que l'union fait la force et on n'est pas suffisamment unis. Au contraire, on nous tribalise. Mais c'est grave, on s'arrange. Là-bas, au pays du froid, nous divise pour mieux régner. Ça, c'est clair. Depuis la nuit des temps. Et tant qu'il... c'est ça le but, hein. Et puis pour moi, la politique a toujours été ça. Mais moi aussi... Personnellement, la politique n'a jamais été ça. Cette politique. Vous connaissez une politique propre? Non. Est-ce que quelqu'un connaît au moins une politique? Je parle de la politique politicienne, oui. Est-ce qu'une politique est propre? Non, ça on le sait. Elle est par définition sale. Oui. Et moi, mon proche environnement, familial, à chaque fois qu'on parlait, c'est quelque chose que j'ai toujours pas suspecté de dire dès que tu rentres dedans, tu te salis. C'est-à-dire que... Donc c'est terrible, hein, parce que je dis qu'il faut que nous ayons des idées. C'est clair qu'il faut que nous les défendions, il faut que nous les exprimions, mais dès qu'on accède à un poste ou à
Vous avez Oui, c'est ça. corrompu. C'est le système. Parce que tout de suite, on nous coupe les ailes. Oui, c'est Voilà. le système Donc, qui est là. c'est un peu dommage d'être porteur d'idées formidables pour un avancement. Et puis, dès qu'on accepte, parce qu'on estime que ça va être le perchoir qui permettra de dire, non, On vous fait un on est maquette. absorbé Sinon, par... c'est terrible, hein. Mais le système est là. Est-ce que c'est le fatal? C'est Non, terrible. non, C'est-à-dire non. que- C'est le système qui est là. Non, mais c'est-à-dire que accéder à la politique, au pouvoir, c'est-à-dire que c'est comme un entonnoir. Un entonnoir. C'est-à-dire que à un moment, vous passez par un moule, alors le moule d'obédience. Ça peut être de tel ou tel. Oui, les sectes, tu les vois, régions, voilà. oui, tout Et ça. parce que c'est une mafia. Appelons, c'est un cartel. Vous avez là des forces qui opèrent véritablement dans l'ombre. Et lui non. Alors lui ne pourra pas. Elle non. Alors surtout pas elle. Vous faisiez état de votre boycott, par exemple, sur telle ou telle enseigne, qui est inadmissible. Culturel, oui. Oui, qu'il faut. Non, enfin, à Fort-de-France. J'ai fait. Là, J'ai fait une en séance. Californie. Non, ils ont fermé à Pérignon, c'était prévu. Oui, oui. Mais Californie. Oui, j'ai fait une séance, 2 séances. Oui, oui, la je sais, semaine mais c'est là samedi. qu'ils ont refusé. Voilà. Non, mais pour vous montrer que nous sommes encore dans une société qui est cadenassée. Elle est cadenassée. Elle est cadenassée. Nous sommes captifs. Il Parce faut que le dire. c'est ce sentiment que vous avez. mentalement. Mais oui. Ce sentiment que, Eh bien oui. ce J'ai presque sentiment que envie vous de le avez, dire. Oui. on ne peut pas faire agir dingue. parce qu'on est des L'esprit captifs. chlordécone. Qu'est-ce que Chamsi dirait sur ça? Bah alors, mon Dieu. Ben, tout ce qui a été dit, c'est comme disait ma mère, c'est les conversations que l'on a souvent. Ce que la France a réussi à faire, c'est de forcer ses colonisés à se dire, si je dois dire quelque chose, il faut que ça plaise aux colonisateurs. Aux colons, mais je Ce que je dis a de la valeur que si le colonisateur me regarde et me dit, effectivement, j'ai écouté ce que tu as dit. Ça Tu es autorisé à les dire. Exactement. Ça formalise énormément la pensée des gens Tout à fait. et leur courage à s'exprimer. Du coup, ça met déjà un écart tellement grand sur le chemin qu'on doit prendre pour que les choses s'améliorent que franchement, ce serait le début du travail, quoi. Donc, c'est-à-dire que les toutes petites communautés qui s'occupent de nous défendre, qui sont bien trop petites, enfin, il faut que les gens comprennent que le jour où les choses vont s'améliorer, c'est quand on va vraiment s'unir. C'est le nombre qui va faire que les choses vont changer. C'est le rôle des élus. Si on tombait sur un élu justement qui était quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Et vous savez qu'on est un espèce Non, de... mais les élus s'inscrivent dans le cadre du système français et les Français ne laissent pas C'est des ça. élus venir défendre les intérêts tout à des fait. populations Non, bien locales sûr. parce que les élus sont juste les relais des politiques mises en place par la France dans ces départements au lieu d'avoir d'être elle-même omniprésente, bien qu'elle l'ait à travers ses responsables, mais elle a besoin d'utiliser les locaux, entre guillemets, pour faire sa politique. Donc c'est ça qui est important. Maintenant, j'ai peur que le temps nous manque, mais il est important que nous comprenions bien cette façon de gérer si vous voulez, la lecture de ce livre, parce qu'il ne faut pas venir chercher un roman, etc. Il faut laisser... au début, on a peut-être l'impression que, oui, ce sont des idées, voilà, on ne voit pas bien à quoi elles mènent, mais c'est pas ça qui est important, parce que même depuis le début, j'ai mis des post-it à quelques pensées qui me semblaient dire le collectif. Et on a un souci du collectif qui est très important chez M. Bernard, et il parle aussi de ne nous laissons plus abuser par ces béquilles dignes héritiers impunis de l'abjection suprême. Donc là aussi, il attaque les élites, les couches, ces colons, descendants de colons qui sont là en toute impunité, protégés par le système, oui, tout à fait, par tout à l'État. fait, tout à fait. Et puis nous, qui donnons l'impression d'être des esclaves, parce qu'en fait, on n'a pas d'horizon. C'est pour ça que j'ai signalé tout à l'heure que même si on se référait à la mère Afrique ou à une autre mère pour d'autres communautés,
on n'a pas. Mère Afrique est dans des tribulations terribles et elle compte sur sa diaspora pour l'aider. Donc on a à comprendre tout ça et à comprendre qu'on n'est pas des victimes consentantes. Nous sommes des victimes de fait. Nous sommes captifs d'un système qui a travaillé pendant des siècles à domestiquer la pensée, à empêcher que les gens, que ces pseudo-citoyens, parce que nous, c'est un papier, une carte d'identité qui fait de nous des Français, mais notre trajectoire ne peut pas être rapportée à ça. Mais il y a beaucoup de gens qui se rapportent à ça, et c'est inquiétant quand on dit français, on est français, et ils vont se battre, Je me rappelle un monsieur très important, grand écrivain en Martinique, qui disait aux Français, Raphaël Confiant, on est plus français que vous, parce que nous, on est français depuis, je ne sais, 400 ans, et vous, en Savoie, vous êtes français. Voilà des discours que produisent nos élites. Alors, voilà, c'est plutôt inquiétant. Oui. Maintenant, on peut continuer on va vous entendre un peu parce que je pense que l'heure va nous rattraper. Maintenant, comment vous voyez, on peut revenir sur ça parce que ce que je veux vous dire, chers auditeurs, téléspectateurs, c'est que il ne faut pas chercher dans le livre une histoire. Il faut juste voir. Donc, il y a un effort de réflexivité et tout passe par la réflexion, y compris le nouvel ordre mondial, l'homosexualité, tout ce qui est problème, qui fait problème actuellement, problème de société, comme il l'a dit dans son introduction, le livre est poli, on va dire polymorphe, il utilise le mot beaucoup, mais c'est aussi un livre qui est une sorte de tautologie. Vous aurez donc beaucoup de réflexions qui vont parfois se répéter, mais comme je l'ai dit de manière plus ou moins développée, mais au bout d'un moment que vous avez parcouru plus de la moitié du livre, moi j'étais presque à la fin, vous aurez un sentiment, quelque chose qui va se dégager et qui va se fixer. Et c'est ça qui est important. Le peu que vous avez lu, on a déjà une idée. On est déjà un peu fixé. Enfin, moi, franchement, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Oui. Ce que vous avez écrit, franchement, je le comprends parfaitement. Mais je pense qu'une personne qui découvre, déjà, elle peut être fixée par les passages. Oui. Et puis il y a cette nécessité de ne pas nous tribaliser comme on le veut, mais de nous rassembler et de revendiquer le continent comme victime de ce colonialisme féroce, plus que féroce, aux dents très acérées ou aiguisées, je ne sais pas comment le dire. Donc il faut faire attention à ça. Arrêtez de croire que nous subissons un traitement de faveur de la part de la France. C'est vraiment la dernière. D'ailleurs, il parle beaucoup d'illusions. Il y a beaucoup de gens, il dit dans beaucoup de phrases, il y a des gens qui prennent des illusions pour du savoir. Et donc, il faut faire attention à cette forme d'illusion. Et le fait que le système donne des privilèges à certaines petites catégories qui, très égoïstement, les défendent bec et ongle. On n'a pas seulement les élus qui profitent des grosses miettes, mais on a aussi dans la société dite civile des petites catégories qui est notre petite bourgeoisie et qui trouvent tout à fait à se satisfaire de ces miettes, parce que vous savez bien que la bourgeoisie dans toutes les civilisations n'a jamais été qu'une ramasseuse et une exploiteuse qui a utilisé les richesses produites par le peuple. C'est le peuple, le travail qui produit, pas les services qui produisent de la richesse. D'accord ? Donc, une fois qu'on a bien compris ça, on peut aussi aller dans le livre très librement, l'ouvrir, puisque vous n'êtes pas dans un roman. C'est pour ça que j'ai feuilleté les parties que j'ai pas eu le temps de lire à la fin, mais vous ne perdez rien en allant à la fin, revenant au début, etc. Parce que ce sont des pensées, et au bout d'un moment, eh bien, elles deviennent... Elles sont un peu... comment on dit ça ? Elles prennent de la place. Non, elles sont là, mais c'est comme si vous aviez
une corbeille qui se remplissait tout doucement, et puis à un moment, elle est bien pleine, et il y a comme une forme de saturation, mais positive, c'est-à-dire que vous comprenez la pensée de l'auteur. Voilà. C'est pas des machins, des bribes jetées en l'air et sans. J'ai dit que ça n'était pas hiérarchisé, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que l'auteur n'a pas une pensée. Et c'est en lisant, en allant au bout de son parcours, qu'on arrive à dégager ce sentiment que oui, voilà comment il pense. Oui, non mais c'est parfait. C'est parfait. Alors, on va maintenant discuter avec nos amis du voyage en Afrique. On va commencer par Shamsi. Oui. Dites-moi. Alors, ça a été un voyage qui a changé ma vie. Hein. C'est vrai. Le fait d'être sur le territoire, ça fait quelque chose. Mais ma mère m'avait averti. Elle m'a dit, quand tu vas arriver et te rendre compte que tu es là... En Côte d'Ivoire. En Afrique, de manière générale. Très bien, d'accord. Ça te fait quelque chose. Et oui. Effectivement, c'est un moment de... Ouais, c'est vraiment ça, c'est magique, quoi. Je me dis, mon Dieu, mais la force que l'on a, le lien que l'on a avec cette partie du monde qu'on ne connaît pas et qu'on nous cache. Et qu'on perd, on a un sentiment d'un gâchis. Ah oui, totalement. Oui, et se rendre sur place et se dire, oh mon Dieu, ça y est, j'y suis enfin, c'est là d'où je viens. Oui, c'était incroyable. Les ancêtres. C'est ça. Oui, ouais. C'était incroyable, c'était vraiment un moment très très fort. Et je sais que ça m'a changé. Au-delà même de ce qu'on a fait, du super voyage qu'on a passé. Vraiment, c'était super. Un petit groupe, mais c'était incroyable. Ça m'a vraiment profondément changé, quoi. Émotionnellement, mentalement. C'était... Ah oui, elle m'a dit, maman, il y a eu un avant Côte d'Ivoire et un après Côte d'Ivoire. C'est formidable. Quand on était en Côte d'Ivoire, elle m'a dit, maman, je crois que c'est la première fois que je me sens aussi bien. Ouais. On était dans la chambre d'hôtel. J'allais toujours dire, c'est incroyable. Toutes les fois qu'on mettait le pied sur le continent, il y a quelque chose. Vous êtes transformés. C'est-à-dire quelque chose d'une violence qu'il y a dans nos régions, dans nos sociétés. Tout d'un coup, ça s'évanouit. Et ce sentiment de violence, moi je l'ai senti aussi. Je me suis dit, d'ailleurs j'avais l'impression de peser des tonnes. Je me déplaçais comme une espèce de gros éléphant en me disant, comme si, voilà, quelque chose était... c'est important de transmettre ces sentiments aux nôtres. Mais Maher, moi j'ai mon fils, Maher, qui est musicien et qui voyage pas mal. La première fois qu'il est allé en Afrique, c'est au Ghana. Ah, oui. Et je me rappelle que je l'avais appelé pour savoir comment ça se passait, par WhatsApp, téléphone. Oui. Et il était tellement ému. Il m'a dit, maman, quand j'ai posé mon pied sur le sol, il a dit qu'il a pleuré. Beaucoup de gens pleurent. Oui. Il a pleuré. Il a dit que ça lui a fait quelque chose, parce qu'il dit que quand je pense, il a pensé que... Je sais pas. Enfin, il a dit que c'était très, très fort. Oui, c'est une expérience. Très, très fort. C'est une expérience qu'on ne peut faire qu'individuellement, en allant sur le continent. Mais l'expliquer aux gens, c'est très compliqué. Parce que il faut le vivre. C'est nous, il faut le vivre. Et c'est soit avec la rencontre de continents qu'on a tellement diabolisé que beaucoup de descendants, d'afro-descendants, refusent d'y mettre le pied et ils vont en Europe où ils se font insulter, où ils se font tenir à l'écart, où ils se font mettre dans des coins dans les restaurants, où on leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'être dans les piscines, patati patata, et où ils ont pris l'habitude d'accepter ça comme allant de soi. De soi, c'est ça. Alors que là-bas, tout de suite, ils peuvent se sentir, je ne dis pas des rois, mais ils sont dans le sentiment de chez soi. Voilà, moi j'ai l'impression, le sentiment que j'ai, je suis comme un buvard. Oui. C'est-à-dire que quand j'arrive, il y a une espèce de truc et puis j'ai peur de rien, je suis là, je suis chez moi. Chez toi. C'est exactement le sentiment qu'on a. C'est chez soi. On est chez... Et quand on pense que, quand on réalise que tous les Noirs qui se trouvent dans le monde entier viennent de là, viennent de ceux qui ont été exportés, arrachés de leur continent, mais on se dit, mais c'est... Quelle histoire. Et je trouve que, je sais pas, on est allé 2 fois, moi c'est après 40 ans, on est retourné 2 fois en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on l'a découvert de façon complètement différente.
Parce que c'est vrai qu'avec papa, maman, on était un petit peu dans un cocon, on habitait à Cocody, donc on avait nos copies, on était dans un coin bien sécurisé et tout. Et quand on a fait le camp, grâce à Popo, et je l'en remercie énormément d'avoir organisé ces voyages, où il nous a fait, c'était pas du tourisme. Il en fait d'autres d'ailleurs. Je sais, dans d'autres pays. Les gens s'inscrivent s'ils veulent. Et moi, j'ai découvert, grâce à Popo, véritablement la Côte d'Ivoire. Absolument. C'est-à-dire quand on va en brousse, qu'on appelle aller en brousse, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. Oui. Et puis même les gens, il y a une espèce les gens sont d'une humanité, les gens sont gentils, ils sont accueillants. Oui, non mais c'est incroyable, Mais c'est un pas truc que comme très ça. fort. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire que c'est comme ça. Non mais parce que moi je connais, en Afrique je connais moi je leur ai dit vous êtes trop beaux, mais ils vous disent non, on va pas changer, c'est comme ça qu'on est. Oui. Ah non. Voilà, il y a quelques images de votre voyage qui passent. Ah oui, ça c'était à Mans. Ouais, c'est ça. Oui, C'est À la forêt sacrée des singes. les les singes sacrés. Les singes Et sacrés. quel est le nom de ces singes-là? Alors là, je n'avais pas un nom particulier. Il n'y a pas de nom. J'ai vu les Mais en Les tout cas, singes ils sont sacrés Oui, c'est ça. de la Mais forêt. en général, on dit ça ressemble à des. adorables. Comment on appelle les petits singes? Je sais pas. On fait Wistiti, des non? Des Wistiti? Nous, on avait Non, des- c'est pas des non, ils Wistiti. sont C'est beaucoup pas des plus grands que des Wistiti, ils sont plus Wistiti. grands. Ils sont tellement C'est marrants. adorable. Non, mais Des chimpanzés. pacifiques, Ils ressemblent à des petits adorables. Mais on chimpanzés. sent qu'ils sont plus que domestiqués, là. Ah non, mais ils sont très Ils accueillants. sont ça se sacrés, sent. donc ils n'ont Ils subi sont aucune très agressivité. domestiques, d'accord. Donc ils ne voient pas l'homme comme un homme Oui, prédateur oui, qui va. oui, oui, oui. Donc ils sont avec vous comme un chien Oui, sera à côté voilà. de vous. C'est ça. Ils se mimient comme tout, parce qu'ils sont là et puis ils adorent gentiment. Alors, est-ce que Chelsea voulait ajouter quelque chose à cette expérience extraordinaire? Que chaque Antillais devrait choisir un pays du continent africain et y aller. Quelle que soit l'opportunité que vous avez de pouvoir partir en Afrique, il faut le faire. Il faut savoir, il faut arrêter de laisser d'autres personnes vous dire à quoi ressemble l'Afrique. Il faut l'expérimenter. Voir ce que le colonialisme lui a fait à ce continent, voir comment les peuples ont résisté, comment dans leur résistance il y a quand même eu... Ils n'ont pas... Comme nous en Martinique, comme nous aux Antilles, dans tous les endroits où le colonialisme a existé, je veux dire, on est maintenu jusqu'à aujourd'hui dans des situations où on ne peut pas sortir la tête de l'eau et faire vraiment, enfin prendre du recul et regarder tous les problèmes parce qu'on a les problèmes de tous les jours. La vie est chère, le problème d'emploi. Et en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Donc tout le monde est là à se bagarrer pour survivre jour après jour. Ce qui ne leur laisse pas le temps de vraiment faire un état des lieux de ce qui se passe et de réagir. C'est voulu. Mais ça, c'est voulu. C'est-à-dire que si les gens ne se rendent pas compte On que... vous maintient dans la précarité. Exactement. Mais oui, Que ça, l'orchestration. c'est un rouage. Oui. On va pas s'en sortir. Il faut vraiment que chacun prenne du recul. La vie est raide, c'est sûr. Il y a des gens qui vivent des Plus choses... pour les Noirs que pour d'autres. Il y a des gens qui vivent des choses abominables tous les jours, mais là, c'est le moment, je pense. C'est le moment, ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Aller dans des pays comme ça et voir comment le colonialisme n'a pas fait du mal qu'à la Martinique et à la Guadeloupe, qu'aux pays d'outre-mer. L'Afrique qui est... Et puis nous a divisés en nous disant que nous étions supérieurs. Oui, bien Mais sûr. c'est Bien horrible, sûr, c'est bien sûr. abominable. C'est abominable. Alors, surtout, Mais je on a conseille tellement et je motive les Antillais à partir en Afrique, mais par pitié, pas dans un élan L'esprit de de colon. supériorité qu'ils Oui, ont, ouais. par pitié, quoi. C'est-à-dire que c'est pas manifester la gangrène mentale qu'il y a dans les îles en Afrique. Vous y allez pour vous guérir, pas pour continuer à propager une horreur. L'état d'esprit. Parce que j'ai eu des fondamental. retours de certains autochtones qui se sont rendus en Afrique et qui se sont comportés de manière... Comme les Français à l'époque. C'est d'une Et les abjection. Français sont les gens les plus critiqués, détestés par le comportement arrogant À l'étranger, Mais de d'une manière à générale. l'étranger. Mais nous, De par les nous. nôtres qui vont dans la Caraïbe se comportent comme des Oui, Français. c'est-à-dire que le vieux côté français, nous l'avons pris, le côté arrogant. On est sous leur domination depuis si longtemps. oui, Quel modèle avez-vous? Oui, Continuez, bien sûr. J'ai perdu le fil de ma pensée. Tu espères que l'Antillais Qui voyagent, viennent sur le continent avec l'objectif de se reconnecter à quelque chose.
pas de se justifier de oui, on vaut mieux que ces peuples, on a été sauvés par la France. Non mais pitié quoi. Pas ça, pas ça. Parce qu'ils vont vous prouver que vous n'êtes dans rien. Et puis quel arrière-paysan. Non, tu mets, non, mais c'est même pas comptable. On n'a rien. Exactement. On nous a tout pris. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'estime, et je le dis avec beaucoup d'humilité, que je suis extrêmement fière d'être née en Afrique. Pour moi, c'est un privilège. Je vous le dis. Hein. Bien sûr. J'ai eu cette chance. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, les événements nous montrent depuis ces derniers temps que l'Afrique se révolte positivement en mettant tous ces prédateurs dehors. Aux Antilles, on a encore de la soupe à manger. En expulsant ces collabos. Ils ne sont pas du tout dans le même format que nous. Ils n'ont pas été déportés. Absolument. Ils ont subi la colonisation comme nous. Sur place. L'Antille a été un Africain déporté et qui a subi la politique de déplantation. On est encore dans là-bas, il n'y a pas eu de plantation. C'est ça. C'est pas de la même façon. La société est complètement différente. Ce qui fait qu'en Afrique, vous sentez que l'Africain est beaucoup plus debout face aux Blancs. D'ailleurs, moi, j'ai observé lors de mon dernier voyage qu'on appelle les Toubabs. On les appelle les Toubabs. Les Blancs, ils sont beaucoup plus réservés, beaucoup moins à l'aise, parce qu'on voyait aussi nos venus du froid, ils sont très à l'aise aux Antilles, ils sont chez eux. Hein. Là-bas, j'ai observé pendant ces jours, ils me disaient, ils sont beaucoup plus, on n'est pas chez nous ici. Même s'ils ont été colons, mais l'impact de leur colonisation n'est pas du tout pareil. L'Africain est face de lui. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous sommes corrompus, disons les choses. Oui, c'est ça. Nous sommes dans une structure historico-sociale, pas du tout. Tout ça pour dire que le fait d'avoir vécu mes 20 premières années là-bas m'ont permis de ne pas me toxifier. Je ne dis pas que l'Antille est toxique, mais d'avoir été mis à l'abri de ça. Ce qui fait que je vis ici depuis ma vingtaine d'années. Je suis arrivée ici à ma vingtaine d'années, puisque j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à ma vingtaine d'années. Il m'a fallu du temps pour bien comprendre ce qui se passait dans ce pays qui était celui de mes parents. Parce que vous comprenez bien que pour moi, c'était exotique encore. Étant né là-bas, ayant vécu 20 ans, les Antilles, pour moi, c'était de l'exotisme. Mon père était en Martinique, ma mère était guadeloupéenne, c'était de l'exotisme. Et cet exotisme que je nourrissais à travers ce qu'il nous racontait, de nos petits voyages aux Antilles, quand je l'ai vécu de manière plus pleine ici, je me suis rendu compte que je n'étais pas une enfant du pays. Ça, franchement, ça a été un choc. Ce qui fait que ma première année ici, je suis repartie l'année qui a suivi. Ma mère qui était encore en Côte d'Ivoire, je lui ai dit, tu sais, je reste pas. Elle était un petit peu surprise, parce que c'était le moment, enfin, d'un retour dit au pays. Non, c'était leur pays, c'était pas le mien. Moi, je suis née là-bas. Vous m'avez conçu là-bas. Vous étiez des Antillais qu'on fait carrière là-bas, mais la vie de mes parents et ma vie n'était pas la même. Jusqu'à cet âge-là, ce qui fait que nous avions, parents et enfants, un vécu et des conditions différentes. Et quand donc je lui ai dit je reste pas, et donc l'année qui a suivi je suis repartie parce que j'ai trouvé compliqué le contact avec ce pays qui était le mien, de mes parents, et je me disais non, et c'est là qu'on voit le déracinement, hein. C'est terrible. Et aujourd'hui je constate que quand bien même j'ai pu m'acclimater, que je vis très bien ici, parce que j'ai appris les codes, je me suis adaptée, je me suis développée naturellement mon environnement familial, social, professionnel. Mais l'Afrique, c'est comme si j'avais laissé ma mère, comme si je l'avais abandonnée. Et quand on y est retourné en 2018, je vous avoue, j'ai fait une petite dépression à mon retour. Et parce que je me suis dit, comment j'ai pu rester une quarantaine d'années hors de voir ma mère? Qu'est-ce que j'ai foutu dehors? Non, mais je l'ai vécu comme ça. En disant, où tu t'es égaré. C'est vrai qu'entre-temps, j'ai travaillé, j'ai fait des études, j'ai un métier, j'ai créé une famille, j'ai 3 enfants, j'ai pas rien fait. Mais c'était tellement puissant ce retour aux sources qui m'a... J'étais en question de décompression, quoi. J'ai dit à mes enfants, je repars. Mon fils cadet surtout me dit, qu'est-ce qui arrive? Elle va mal. Il m'a même joué un jour passé, tu vas retourner vers moi là-bas. Mais ça va pas, genre, tu as pété un câble. Non, mais c'était vraiment ça, quoi. Et c'est vrai que j'ai fait une dépression en me disant, oui, mais c'est ça. Et depuis, donc, ce retour, je me suis dit, je vais y retourner.
Ça s'est calmé. Ma crise s'est calmée. Quand j'ai vu que Bobo refaisait un voyage, tout de suite, je lui ai dit, je suis inscrite, parce que j'attendais que ça, parce que c'est rassurant, même si on a des amis là-bas. Attention, on a des amis qu'on a laissés et qui sont toujours là. Qui sont Et qu'on a retrouvés 40 ans après. Et aussi magnifique. fort qu'on s'était quittés. Et c'est ce qui est plaçant. Et ça fait partie aussi de notre voyage, à chaque fois de se revoir. C'est intense et puissant. Et Popo a dit, parce que au deuxième voyage, comme on était en plus petit comité, la première fois on était une soixantaine, on était 5. Lorsque nos amis nous ont reçus, on a pu dire, on est avec des amis, on ne va pas les laisser lors de notre séjour, vous êtes à l'hôtel, mais on fait non, venez avec vos amis. C'est comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Et Popo dit, mais c'est formidable, des amis que vous n'avez pas vus depuis une quarantaine d'années. C'est comme si on s'était quitté la veille. J'ai envoyé les photos où on est ensemble, on rigole, on était dans le bonheur de se retrouver. Je ne sais pas si Emmanuela a d'autres... En tout cas, c'est un Je bonheur ne sais pas. absolu. Je ne sais pas. Alors, moi, j'ai vécu aussi en Nouvelle-Calédonie et je ne sais pas si c'est le côté clanique qui préserve de l'invasion néfaste du colonisateur. Mais c'est vrai que il y a cette résistance qui fait que les valeurs ancestrales sont telles que comme on dit, pas clap à bas, quoi. Tu ne viens pas avec tes influences à la con, et puis c'est toujours pas la dégradantes. Voilà, c'est déjà autre chose. Et vous le dites aussi, qu'ils ont tout par la violence. Mais qu'est-ce que... parce que alors moi, je dirais rapidement. Oui. Alors moi, il y a une chose, enfin, c'est vrai que d'être né en Côte d'Ivoire, moi, je trouve que c'est un privilège. Mon père, ça a été très important pour lui qu'on ne soit pas déraciné, parce que c'est un bon Martiniquais de Sainte-Marie. Ah oui, c'est quelqu'un de Sainte-Marie et puis qui aime la terre, très attaché à sa famille, à sa terre, et il s'est toujours arrangé. Je sais que tous les 2 ans, on rentrait régulièrement en Martinique, parce que c'était important pour lui qu'on soit pas complètement déraciné de la Martinique. Et c'est vrai. Bon, comme disait Viviane, c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi je suis rentrée je sais plus en quelle année je suis rentrée, j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler. Et c'est vrai que c'était pas évident au début. Parce qu'une mentalité très particulière. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, moi je vous dis franchement, je fréquentais pas les Antillais. Parce qu'en fait, les Antillais, ils vivaient entre eux. Comme les Français. Et moi, il est hors de question. Et nous, on avait nos copines qui étaient ivoiriennes. On n'avait pas de copines ni blanches ni antillaises. Moi, je n'avais pas de copines antillaises quand j'étais en Côte d'Ivoire. C'était des copines ivoiriennes, mais des potes, des copines depuis qu'on est dans les classes. Le problème n'est pas d'être antillais, mais c'est la mentalité. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Et moi, je me rappelle que quand il y avait la fameuse amicale des Antillais, où il fallait à Noël aller dans la fête. Moi, je disais à ma mère, par pitié, j'ai pas envie d'aller. On nous obligeait à y aller, habillés en Antillais et tout. C'est pas forcément là, dans cette communauté. Moi, j'avoue, c'était ça ma mentalité, sincèrement. Parce que justement, je trouvais qu'il y avait une mentalité bizarre. Et j'avais quoi? J'avais 12, 13 ans. Non, mais même, je me rendais compte. Oui, et je me rendais compte de ça, cette espèce. Et je peux vous dire que même, je rappelle que les Ivoiriennes, nos amies, elles nous disent, mais vous êtes super sympa, parce que dis donc, en général, ils n'ont pas bonne presse, les Antillais là-bas. Ils arrivent comme le rouleau. Mais c'est très triste, mais pour ma génération, donc je suis née à la fin des années 90. Alors quand j'ai eu mon bac en 2013, et donc en 2013, été 2013, je m'en vais pour faire mes études en France comme la majorité des Antillais. Oui. Et cet été 2013, il y a une vidéo qui devient virale sur Facebook qui montre des témoignages d'Antillais et d'Africains vivant à Paris qui commentent l'autre communauté. Donc on interviewe des personnes d'origine africaine sur les Antillais et les Antillais sur les Africains. Et je découvre dans cette vidéo que les deux communautés ne se supportent pas. Il y a du racisme. La manière dont mes parents m'ont élevée, du fait que ma mère soit née en Côte d'Ivoire, l'Afrique a toujours été l'Eldorado. Non mais c'était même pas juste un pays bien, c'était... Oui. Waouh, mais tu verras quand tu pourras partir, tu verras comment c'est beau. Donc c'était quelque chose de merveilleux. Et je vois cette vidéo et c'est... Bon, on a des Antillais qui ont vécu l'Afrique de travers, un peu comme les Français, avec les œillères et les stéréotypes. C'est l'assimilation, c'est le gommage. Les stéréotypes, c'est ça. Parce que je me rappelle...
pour ne pas le nommer, celui qui dirige KMT, il a vécu justement parce qu'il avait un frère militaire. Eh bien, ce qu'il raconte de la Côte d'Ivoire, des femmes, comment les Blancs se comportent avec les filles, comment ils eux-mêmes étaient, c'est horrible, horrible à entendre. Donc, les expériences sont diverses, mais ce qui est intéressant, c'est que on entende la vôtre et que on soit pas dans le rejet, parce que les Antillais sont des victimes, sont des captifs d'un modèle. Voilà. Et tant qu'ils n'ont pas voyagé, tant qu'ils n'ont pas ouvert les yeux et qu'ils n'ont pas compris que leur continent de référence reste l'Afrique, quelles que soient les références qu'on va leur donner, enfin artificielles, avec des constructions tout à fait, j'allais dire, abracadabrantesques. Ils seront dans cette erreur-là, mais beaucoup de gens changent et en France, il y a beaucoup de rapprochements donc, entre les deux communautés, beaucoup de voyages, même au Bénin où la mère vient de décéder, il y a beaucoup d'échanges et de voyages et de dommages qui sont rendus. Donc, il faut espérer que nous... Développer. Et puis, voyager, comme l'a dit Shamsi, absolument aller voir. Non, c'est très important. Mais comment voyager? C'est ce que Shamsi a présenté. Avec respect. Avec respect. Ce n'est pas l'Occident. Et puis que ça soit plus facile, parce que je pense que la Martinique est là, et puis que on a le Sénégal là, qu'on est obligé de monter jusqu'à Paris, faire une redescendre. Pour remplir la bourse des Français. C'est voulu. Mais on a le même cas avec nos frères. On va devoir libérer. Non, on va devoir se séparer malheureusement. Je voudrais écouter encore longtemps. En tout cas, merci beaucoup. Non, mais c'est au moins plaisir. pour donner un avant-goût. Et je ne dis pas qu'on ne refera pas quelque chose où toute l'heure et demie sera consacrée à dire des expériences. Mais j'ai demandé à beaucoup de gens qui ont des expériences d'autres régions où les Noirs se sentent à l'aise, parce que je sais, j'ai beaucoup voyagé en Europe, je sais comment on nous traite. Faites bien attention. Ne prenez pas ça pour j'ai voyagé, j'ai vu. Non, cherchez ce qui fait vraiment du bien, qui laisse votre personnalité s'exprimer et qui fait que vous vous sentez à l'aise. C'est plutôt ça qu'il faut chercher. Ne touristez pas comme les Blancs. Eux, le monde leur appartient et partout où ils sont, avec leur peau blanche, on leur ouvre, on leur déroule le tapis rouge. Mais vous, dès qu'on vous voit, même à des kilomètres, on ferme déjà la porte et vous serez dans des traitements forcément de sous-catégorie. N'acceptez pas ça. Voyagez, allez voir et puis là où vous allez vous sentir bien, ouvrez les yeux, soyez dans ce que disait Eliane, c'est ça? Viviane. Soyez dans la modestie, observez, regardez, n'allez pas faire votre français dans les pays des autres, vous n'êtes pas français, même si on vous a donné une carte d'identité. La carte d'identité n'est pas l'identité, elle est juste un document administratif. Donc je remercie le privé pour sa patience, pour Manuela qui m'a toléré avec mon dépassement. Je vous remercie surtout vous trois. C'est nous. Vous m'avez prévenu que c'était extraordinaire. Et là, je découvre que je suis frustrée parce que je dois vous dire, on est tenu par le temps. Surtout Shamsi pour nos ados, pour nos jeunes. Il faudrait qu'on entende Shamsi. Merci beaucoup, Shamsi. Merci de nous avoir accueillis. Ah oui, une maturité et puis une clairvoyance. Ah non, on souhaiterait que nos jeunes sentent ce bonheur-là. Parce qu'ils ne sont pas heureux. Nos jeunes ne sont pas heureux. Mais j'espère que le déclic est en train de se faire. Il faut que vous leur donniez le goût d'eux-mêmes, en fait. C'est ce que vous avez donné. Merci d'avoir été là. Merci, Patrick, d'avoir proposé ce livre. N'hésitez pas à le faire connaître, à le lire. C'est pas un roman, mais des idées qui vont peut-être vous travailler la nuit pendant que vous dormez, parce qu'il aborde tout. Il est hésitateur, enfin il ouvre un éveilleur de conscience. Un éveilleur de conscience. Donc merci et merci à mes invités et puis à bientôt avec autant de bonheur et puis profitez du mois de mai. Il y a plein de choses. Il est à nous, à nos ancêtres qui sont enfin reconnus pour ce qu'ils nous ont apporté. Ils nous ont laissé des choses qu'il ne faut pas que nous perdions parce que notre société est en train de nous échapper. Donc n'allez pas claniser la société, renforcez-la pour que tous ces citoyens la préservent. C'est ça qui nous importe. Merci d'avoir été là. Merci. Merci à vous.